Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous accueillir sur ce plateau qui scintille alors cette saison, mais le hasard des rencontres de calendrier a hissé tous nos invités sur un magnifique podium avec un pas de géant qui nous transporte de 1963 à nos jours. Depuis 60 ans, les brûleurs de loups illuminent le sport grenoblois et régalent les générations. Et si la France est championne olympique en titre de volley-ball, l'équipe de France paralympique compte bien faire aussi bien avec un grenoblois qui prouve déjà la grandeur du volley assis. Et après des titres et des médailles sur les tatamis, elle est aujourd'hui la championne des championnes d'un petit instrument à la portée de tous. Mais on vous met au défi de faire aussi bien qu'elle, ne serait-ce qu'avec 2 petites notes comme ça. On y va ? Vous savez faire ça? Moi, j'y arrive même pas. Rachel Place, pardon. Vous êtes dans la place ici sur Télé Grenoble. Bienvenue Rachel. Enchantée. La référence mondiale de l'harmonica, on n'a pas peur de le dire, vous le jouez, vous le pratiquez, même en repoussant les limites de la technique et du plaisir. Et vous êtes de passage dans notre région, parce que cet art aussi se dispense en masterclass. Absolument. Pour des petits et des grands qui ont beaucoup de chance. Merci à vous. Merci beaucoup. Damien, Roger, bienvenue. Merci. Comment ça va ? Ça va très bien, un petit peu fatigué, ça sent la fin d'année. Ah ouais, il y a eu des grosses échéances là, avec l'équipe de France. Et ouais, 2 volets assis, membre de l'équipe de France. On veut tout savoir, Damien, sur votre parcours, votre sport, tout ce qui se prépare. Et dans les mois qui arrivent, normalement, il y a au moins déjà des bonnes nouvelles, mais roulement de tambour, ça va durer encore 6-7 mois. Un pionnier qui a vu naître le spectacle sportif le plus populaire du bassin grenoblois, qui l'a vu grandir et qui savoure aujourd'hui le hockey sur glace, ce que le hockey sur glace est devenu. Le premier capitaine de l'histoire des brûleurs de loups est là, Jean-Claude Laplassotte. Bienvenue. Hey, merci. C'est un honneur, hein, on est content de vous recevoir. Avec votre homologue que vous connaissez, et oui, Sacha Treille, actuel capitaine des brûleurs de loups. Bienvenue Sacha. Merci. Que vous avez vu naître sûrement. Je n'ai pas vu naître, mais je l'admire beaucoup. J'ai admiré son père qui a joué avec nous. Enfin, moi, j'étais en fin de carrière, et qui était un grand joueur. Son père, son frère et ses enfants, maintenant, vous allez voir. On est, rappelez-vous, le 23 septembre 1963, c'est la date d'ouverture de la patinoire Clémenceau. Première saison du hockey club, le Grenoble Hockey Club. Et les brûleurs de loups se souviennent de cette histoire. Et il y a très peu de temps, sur cette glace de la patinoire Pôle Sud, ces 60 ans d'histoire ont été incarnés par près de 120 joueurs sur la glace de Pôle Sud. Parce que le club a de la mémoire et veut rendre cette mémoire vive. On vous a vu ici, Jean-Claude Laplassotte. Beaucoup vous ont découvert aussi à cette occasion-là. Qu'est-ce que c'est ce moment ici pour vous, avec la fille et la femme du fondateur Pete Laliberté? C'est le souvenir de la création du club de Grenoble, avec Pete Laliberté, qui était un joueur emblématique et d'un niveau assez exceptionnel pour l'époque, puisqu'il n'y avait que 6 équipes professionnelles au Canada. Et tous les joueurs qui venaient jouer en Europe, c'était des joueurs qui étaient du niveau de la NHL. Oui, mais vous, alors, vous faisiez partie de cette... Moi, je faisais partie de l'équipe de la CBB à Paris. C'est Boulogne-Billancourt. Pardon ? C'est Boulogne-Billancourt ? Oui, c'est ça. Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Et moi, je faisais mon service militaire en Algérie quand j'avais joué donc à la CBB. Et Pete me connaissait parfaitement. Et il m'a demandé de venir à Grenoble au moment où la patinoire s'est construite. Moi et d'autres, Jean-Claude Sozy, Jean-Pierre Ferlex, Jimmy Biguet, etc. Parce que c'était l'occasion, en fait. Il y avait une patinoire. Il y avait une patinoire, il n'y avait pas d'équipe. Et les Jeux allaient arriver quelques années après, 5 ans après. Quelques années après. Je me souviens des premiers entraînements où on était 5 sur la glace. On arrive, oui, il n'y a même pas 5 joueurs de champ, un gardien. Ah oui, Sacha, pardon. Regardez comment on a salué. Vous avez salué, Sacha, ses 60 ans avec
un coup du chapeau, comme on dit. C'était quoi? C'était un coup de chapeau pour tous les anciens? Ouais, non, c'est ça. C'était un honneur de réaliser ça le jour des 60 ans du club. Ça m'a fait énormément plaisir. Et puis non, c'était une belle fête de voir tous les anciens qui ont fait l'histoire de ce club. C'était juste super. Et Philippe, le papa, il était content hein, en haut. Ouais. Très très content. Et beaucoup ont pu faire votre connaissance ce soir-là. Alors si on revient 60 ans auparavant, donc vous étiez 5. Hein. J'espère pas trop longtemps quand même, parce qu'après, vous étiez un petit peu plus nombreux. Après, on était plus nombreux parce qu'en fait, Pete, qui avait un carnet d'adresses impressionnant, il faisait venir d'abord les joueurs de Chamonix. Et donc, à Chamonix, il y avait une ligne complète de l'équipe de France. Ça, c'est vous à gauche, hein, avec Jimmy Biguet à droite. Oui, c'est ça. Et donc, vous n'avez pas changé, hein. À peine. Pardon? Vous n'avez pas changé, à peine. Elle est trop gentille. Et Jimmy non plus, d'ailleurs. Moi, je peux vous dire que je le sens que j'ai changé. Pourtant, vous voyez bien, le sport, ça conserve. Hein. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Oui, c'est vrai. Le hockey, en particulier. Oui. Donc, on vous voit ici avec tous ces joueurs. Oui, Pete Laliberté, donc venu du Canada, qui a dû recruter aussi. Vraiment avec son ambition était vraiment de véhiculer toutes les valeurs de ce sport star en Amérique et qui n'en était qu'à ses débuts ici en France. Il a réussi parfaitement parce que on a joué contre les meilleures équipes européennes à l'époque grâce à cette équipe qui était fabriquée sur pièce pour les matchs. Il faisait venir des Canadiens, tous les Canadiens qu'il connaissait en Europe ou en Suisse, il les faisait venir à Grenoble, il faisait venir les joueurs de Chamonix, de Villard-de-Lans, et on avait une équipe qui tenait la route. Hein. Là, on vient de voir, il est toujours là, Pete Laliberté, dans votre vestiaire, Sacha. Oui, exactement. Voilà. Un petit hommage à Pete dans notre vestiaire, qui est sur notre fenêtre et qui restera toute l'histoire du club. Pour garder la mémoire, c'est sûr. Mais vous en aviez pratiqué quand vous étiez un peu petit sur d'autres glaces. Comment est-ce que vous avez commencé, Jean-Claude? Moi, j'ai commencé un peu tardivement parce qu'à l'époque, le hockey n'était pas du tout connu. Moi, j'ai commencé à patiner à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 14. Et puis après, je suis arrivé à la CBB. Et là, à la CBB, j'ai eu la chance de progresser très rapidement parce qu'il y avait à la CBB 4 Canadiens professionnels qui étaient d'un niveau nettement supérieur au nôtre. C'était un autre univers. On avait une admiration incroyable à l'égard de ces joueurs. On cherchait à les copier, on les imitait, etc. Mais bon, on avait quand même un retard par rapport à Sacha, par exemple, qui a dû commencer à 5 ou 6 ans. Nous, en commençant à 13 ou 14 ans, évidemment, on ne peut pas... Oui, c'est ça, c'est le Canada. C'est le Canada en 64. Parce que 64, ce sont les JO d'Innsbruck. Donc c'est quelques mois après la création du club, après l'ouverture de la patinoire Clémenceau. Ça jouait déjà bien, Sacha, quand même, hein, en 64, pardon. Ouais, c'est impressionnant de voir ces guerriers parce qu'ils sont sans casque, avec un matériel qui est complètement différent. Et puis ils arrivent à faire des choses qu'on arrive à peine à faire aujourd'hui, donc c'est remarquable. Et avec un matériel beaucoup plus lourd en plus. Oui, alors moi j'ai été impressionné parce qu'on a, à l'occasion de cette organisation des 60 ans, là, j'ai été amené on m'a demandé de mettre un équipement actuel pour prendre des photos. J'ai été sidéré. Les épaulières, on les sent pas. C'est tout léger. Beaucoup plus léger. Moi, j'en portais pas parce que ça me gênait. Je jouais sans épaulières. Et bon, aujourd'hui, ce serait peut-être un peu risqué de jouer sans épaulières. Vous vous êtes cassé vous avez eu un peu de casse, non? Non, parce qu'on faisait très attention à l'époque. Comme on n'avait pas de casque et pas des équipements un peu plus légers, enfin pas plus légers, mais moins protecteurs qu'aujourd'hui, on faisait attention. On l'a vu sur le gardien qui aujourd'hui a un masque. Un des Canadiens qui jouait à la CBB, quand j'ai joué, son leitmotiv, c'était de me dire « Lève la tête, petit ». Sacha, aujourd'hui, le hockey, non, vous aussi, vous faites attention, ça se voit d'ailleurs. Oui, vachement. Qu'est-ce qui s'est passé, Sacha? Qu'est-ce que c'est que ce coca? Il n'y a pas que ça d'ailleurs, vous avez eu un petit peu de casse dernièrement? Non, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que c'est un sport qui s'accélère, comme à l'image de tous les sports d'ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les équipements sont beaucoup plus légers, ce qui nous permet plus de vitesse, mais aussi plus d'accidents malheureusement, parce que
avec beaucoup de vitesse. Des fois, les réactions doivent se prendre avec vraiment peu de temps. Et puis voilà, donc là, j'ai pris 2 coups de crosse différents. Mais bon, ça m'était jamais arrivé en 20 ans de carrière. Donc pour l'instant, je me sens assez chanceux. Ah bah là, pour l'instant, on dit toujours qu'il doit manquer les 2 dents de devant quand on commence à jouer au hockey. Ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, Non. ça va. Et vous aviez dit, les Canadiens, ils portaient tous des dentiers. Alors, Les Canadiens que j'ai connus, moi, ils avaient tous les dents cassées, ils avaient tous des dentiers. En tout cas, c'était une très Et belle moi, aventure. j'ai pris quand même 37 points de suture sur la figure, Ah, même en faisant attention en levant la tête. Alors, Sacha, il prend des coups malgré tout avec un casque, avec une visière et tout. et vous, sans casque au départ. Moi, j'ai sauvé mes dents. Et petit à petit, donc ça a été des aventures magnifiques de voir grandir cette discipline ici à Grenoble. Ça marchait bien déjà dans les années 60 ? Dans les années 64-65, on mettait 2500-2700 spectateurs à Clémenceau. Mais bon, les matchs étaient tout assez... Quand on jouait contre les Diavolini de Milan, il y avait la moitié de la population italienne de Grenoble qui venait voir les matchs. Donc il y avait une ambiance extraordinaire, quoi. Et puis Grenoble 68, après par la suite, donc vous avez... Alors 68, ça a été cet âge d'or. je dirais le bouquet final, finalement, parce que les gens connaissaient déjà le hockey et puis ils ont vu un hockey qui était d'un niveau nettement supérieur à celui qu'on leur proposait. Parce que quand ils ont vu jouer les Tchèques, les Russes, etc., bon, c'était autre chose, quoi. Non, c'est sûr. Et alors, ce qui est encore autre chose, c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc, on n'est plus à Clémenceau depuis l'année 2000. Voilà ce que c'est devenu le hockey à Grenoble, avec ce show qui reste le plus grand warm-up de toute la France et qui commence vraiment à prendre une vraie envergure européenne. On en est très fiers, un public très fervent. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, avec votre regard ? Ah bah c'est extraordinaire. Nous, on n'avait pas de service de communication, on n'avait pas ce show avant les matchs. Moi, je trouve que pour les spectateurs, ça doit être... Enfin, moi, je suis spectateur aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, quoi. Vous venez voir et vous profitez Ah bah aussi moi, de je cette vais voir ambiance. tous les matchs. Ah bah c'est sûr. C'est bien aussi qu'il y ait des animations pour tout le monde, pour la famille, attirer le grand public et pas seulement le public sportif. Oui. Ah non, mais c'est extraordinaire. Moi, mes filles qui n'ont pas joué au hockey, évidemment, elles sont effarées de l'ambiance qui règne dans la patinoire. Et ça, Sacha aussi, ça fait partie, ça vous stimule aussi. Ouais, ça fait vraiment sûr. partie, ce spectacle, pour faire des performances comme celle-ci, la Coupe de France l'an dernier encore. Ouais, bien sûr, non, c'est ce qu'a créé le club avec cette entrée des joueurs, c'est super. On sent que la foule se prépare avant nous, donc nous quand on arrive, on est vraiment prêt à jouer et c'est super. Ça va cette saison, hein ? Ouais, ça va, cette saison on a commencé un peu difficilement, mais là on est en train de remonter la pente tout doucement. On a le prochain objectif de la Coupe de France avec les demi-finales qui arrivent très vite après la trêve 19 décembre. 19 décembre, et puis en espérant décrocher un ticket pour rejouer cette belle finale à Paris. Oui, c'est vrai que vous avez réalisé la saison de tous les records l'an dernier, record de points, de patinoire invaincue aussi en saison régulière. Et puis vous avez raté 3 matchs, les 3 derniers, donc le titre vous a échappé. Contre une très belle équipe de Rouen aussi, il faut le reconnaître. Et cette fois-ci, vous avez connu quelques changements de coach aussi. L'équipe a connu finalement assez peu de changements par rapport à l'an dernier. Là, ça va. Ouais, non, ça va. Ce qui est bien, c'est que justement, là, on connaît des hauts et des bas dans cette saison, chose qu'on n'avait pas connue l'an dernier. Et je pense que ça va nous aider pour justement lutter les problèmes de fin d'année, qu'on a perdu les 3 matchs d'affilée. Là, c'est déjà arrivé cette année de perdre 2 matchs de suite, donc on sait comment réagir et je pense que c'est tout bon pour le futur. Oui, c'est sûr. C'est en perdant qu'on apprend. C'est ce qu'on se dit souvent. Et puis, donc c'est important aussi de savoir qu'on porte aussi ce flambeau de cette histoire, et pas seulement l'histoire des brûleurs de loup, c'est la vôtre aussi, Sacha. Vous faites partie d'une dynastie, entre guillemets. On a vu jouer votre papa, on l'a vu remporter des titres de champion de France. C'est lui, votre papa, Philippe Treille, bien sûr, Sacha et Yorick aussi, qui vous avez précédé, votre frère. Et ça, c'est Zach, à droite, il est à fond, hein, votre fils Sacha. Ouais, il est un peu trop à fond d'ailleurs. Ah ouais.
Non, mais si, il est complètement piqué par le hockey sur glace et c'est super. Maintenant, j'espère qu'il va écouter les conseils que j'ai à lui donner. Il écoute. Un petit message. Il est pas seul aussi, il y a le tout petit, enfin le plus petit, pardon, qui est pas tout petit. Moi, je suis hyper fan de Alec, c'est ça. Il a repris, c'est ça? Ouais, cette année, il a repris après avoir pris une retraite à l'âge de 5 ans et demi. Et il a repris pour sa 6e année. Donc voilà, on verra jusqu'à où ça ira. Mais plaisir, exactement, c'est ce qui est le plus important, je pense. Et puis, c'est pas nécessaire aussi de commencer le hockey quand on est issu d'une famille. C'est vrai que c'est un sport qui est ouvert à tous aussi. Bien sûr. Et qui est un club aussi très performant depuis les plus jeunes. Il faut aussi saluer tous les efforts de cette école de hockey, Exactement. de cette association, vraiment, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. C'est quand même un sacré grand club. Un grand merci à vous. Vous aimez tous les sports d'équipe? Tous les sports d'équipe. Tous les sports d'équipe. Même le foot, hein? Je préfère le rugby. Eh bien, on ne va pas parler de rugby, on parle de volley, évidemment. Grenoble, c'est une terre de volley aussi. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais on essaye. Moi, j'ai connu la Pro A, ça veut dire que je suis un peu ancienne. La Coupe d'Europe aussi. Et il n'y a pas encore de club de volley assis à Grenoble même, je crois. Non. Et comment se fait-ce ? Comment ça se fait, je saurais pas trop vous dire. Si, peut-être parce que le volley assis est très jeune en France. C'est commencé à émerger depuis 2016. Moi, je ne connaissais absolument pas ce sport jusqu'à ce que je me fasse détecter par le comité paralympique des sports français. Vous connaissiez, messieurs, le volley assis ? Déjà entendu parler ? Pardon ? Le volley assis, vous connaissiez ? Non, je ne connaissais pas du tout. Je Donc, connaissais le volley. La preuve en est, c'est pourtant le sport paralympique collectif le plus médiatisé au monde et où il y a le plus de licenciés dans le monde. C'est vraiment amené à évoluer dans les prochaines années. J'espère que les Jeux paralympiques vont nous apporter suffisamment d'images et de prospection et que des clubs vont naître, que l'accessibilité de ce sport et l'inclusion va continuer de se développer et qu'on aura plus de clubs et qu'on pourra faire déjà des championnats au niveau régional avant de se déplacer à Nantes, à Bordeaux, à Lille ou à Paris pour aller jouer des journées de championnat. Ouais. Et pour l'instant à Moiran. Hein. Et pour l'instant sur le Pays Voironnais. Oui, aujourd'hui, on a fusionné avec le club de Voiron et on est devenu le Pays Voironnais Volley. Donc déjà là, on a pu vraiment grandir, faire une belle équipe avec des joueurs qui jouent en N3, des joueurs valides qui viennent jouer avec nous, participer à l'Euroleague. C'est ça, c'est qu'en fait ce qui fait sa grandeur, c'est que c'est ouvert aussi aux joueurs valides. Tout le monde peut jouer exactement, au volley assis sur le championnat de France, tout à fait. Après, pour être en équipe de France, il faut être éligible et donc avoir un handicap. Mais Tous, hein. Alors on va regarder justement en quoi consiste cette règle. Déjà, ça se regarde et ça se regarde très très bien. Le terrain est plus petit et le filet est plus bas. C'est ça ? C'est ça, ouais. Donc la règle, c'est qu'on joue au volley, mais vraiment, même nombre de joueurs, même type d'engagement, 6 même contre type de 6, coup. une zone avant, une zone arrière. Il y a une règle qui change, c'est le lifting. Le fait de lever les fesses, nous, c'est interdit parce qu'on va se grandir par rapport au filet. Il n'y a pas toute cette histoire de détente. Ah, il faut garder les fesses à terre alors ? Voilà, au moment du contact avec le ballon. D'accord. Ah oui, sinon pour se déplacer. Voilà, pour les déplacements, on peut un petit peu se relever, mais... Ouais. Et donc, il y a des personnes qui peuvent se tenir debout. Là, en situation de compétition internationale, il faut donc souffrir d'un handicap. c'est ça, ouais. Quel type de handicap, justement ? Parce que vous, en fait, votre handicap, il est invisible, Damien. Oui, mais comme la plupart de mes collègues en équipe de France, c'est-à-dire qu'une personne amputée, du moment qu'elle a sa prothèse, on a un pantalon, on a des baskets, ça ne se verra pas. Et est-ce que des personnes paraplégiques peuvent jouer aussi ? C'est beaucoup plus rare, parce que du coup, c'est compliqué. Le plus, c'est des séquelles dans les membres inférieurs, membres supérieurs, beaucoup d'amputations, même en membres supérieurs. C'est votre cas ? Alors moi, c'est que aux membres inférieurs. C'est des séquelles neuromusculaires, voilà, effectivement, en dessous des genoux. Mais vous avez l'international. Le syndrome de Guillain-Barré, c'est ça qu'on connaît de plus en plus, d'ailleurs, de mieux en mieux, en tout cas, ce syndrome. Qui est une maladie quand même assez rare, mais c'est plus les gens des fois connaissent qu'on leur parle, alors qu'avant pas du tout. Et oui, avec donc cette perte de, alors non pas une perte de mobilité, mais de force et de motricité, tout simplement, c'est les nerfs qui font circuler le message du cerveau aux muscles, qui se détruisent, tout simplement. Et donc il y a deux formes. Moi, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai eu la forme grave.
Donc c'est l'axone du nerf qui a été touché. Et du coup, on ne peut plus contracter notre muscle. Et donc ça fait comme une paralysie. Et ça, à l'adolescence, ça vous arrive? Ouais, juste avant mes 13 ans. Ouais. D'accord. Et vous étiez sportif? Je faisais beaucoup de natation, moi, à l'époque, et un petit peu de basket pour faire du sport co. Du volley à l'école, quoi. Du volley, mais jamais. Même à l'école, zéro souvenir, quoi. Et lorsque vous avez été atteint de cette maladie, il y a aussi le chemin qui doit se faire. C'est ça, ouais, toute cette résilience, le fait de... moi, ça m'est arrivé adolescent, donc c'est de ne pas rentrer dans des structures ou pas avoir un métier déjà et qui s'adapte. Donc ça a été de se trouver. Moi, je suis devenu, par la force des choses, orthoptiste. Oui. Je suis ultra épanoui dans mon métier et il y a cette aventure de sport qui a, entre guillemets, débuté en 2017, où je me dis, je veux refaire du sport, mais pas aller avec mes copains, je veux voir ce qui existe en handisport et me confronter à des gens qui ont des soucis comme moi. Et le volley, un stage en équipe de France, et pour reprendre les mots de Sacha, ouais, j'ai été piqué clairement par ce sport, comme peut l'être son fils par le hockey. Et depuis, c'est des sacrifices, c'est du volume d'entraînement qui a augmenté, c'est de la mise en place de préparation physique, de préparation mentale. Mais en l'absence de club ici de proximité, comment est-ce que vous faites? Là, vous allez dans une salle de sport et vous vous entraînez aussi Ça tout seul? a été le cas à un moment. Aujourd'hui, j'ai la chance que le club m'accompagne énormément. Donc, j'ai beaucoup plus de créneaux à travers 3 gymnases différents. Je vais aussi au Tremplin Sport Formation m'entraîner pour avoir des horaires aussi, pas être tous les soirs à l'entraînement. Et puis j'ai la chance, je vais plus en salle de sport, j'ai un petit home gym à la maison avec tout ce qu'il me faut. Mais c'est hyper technique. Là, ouais, en plus, ça va faire le... Ouais. Ça, c'est les restes du basket, ça. Voilà. Je ne sais pas de quand date ça, mais ça va, ça a progressé heureusement là quand je vois les images. C'est vrai ouais, quand même. Parce que déjà, ça en jette comme ça. Ouais, non, mais ça progresse. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entraîner au moins 10 heures par semaine au volley, sans compter tout ce qu'il y a de prépare physique à côté. 10 heures par semaine? Ouais, j'ai 5 entraînements, 3 individuels et 2 collectifs. Donc toujours renforcé aussi parce que c'est un sport qui est physique mais qui est aussi très très technique. Donc il faut savoir réaliser les bons gestes aussi, la dextérité, la rapidité. C'est ça. Et puis donc le physique, alors on sait que ça rigole pas. Hein. Ouais, c'est de la mobilité au niveau des hanches, une bonne ceinture abdominale, avoir une bonne ouverture thoracique, une épaule fiable parce que ça peut faire mal au niveau du volume. Mais voilà, pour l'instant, moi, tout va bien. Ça porte ses fruits au niveau du groupe France. Donc, vous revenez ici de compétition internationale. L'équipe de France est qualifiée d'office pour les Jeux paralympiques 2024. Aujourd'hui, on a un groupe France de 14 joueurs et on prépare Paris. Donc, c'est environ un stage par mois. On a cette chance aussi que la Fédé a fait évoluer ça en vue des Jeux. De plus en plus de compétitions. Donc, il y a eu la Coupe du Monde au Caire. Et là, on a fait la Bronze Nation League à Caen. Qui a sorti une organisation vraiment du futur. On a eu 1700 spectateurs le vendredi après-midi, il y avait plein d'écoles. Donc c'est bien, ça nous a mis en condition... Sur les images, c'est votre frère Yorick qu'on a rencontré ce jour-là, complètement par hasard. Hein. Voilà, comme ça on a vu toute la famille. Il adore les salles de musculation. Et oui, ça veut tout dire aussi, ça, aujourd'hui. C'est vrai que ça prend, ça marche bien. Ouais. Et donc, cette aventure qui est palpitante, mais... Individuellement, vous ne savez pas encore si vous ferez partie de cette aventure à Paris, en fait. Eh ben non, il y a une sélection qui va avoir lieu en juillet. En juillet, il y aura une liste effective de joueurs. Pour début septembre. Pour dernière semaine d'août. Ouais. Et je crois qu'il reste des places. Hein. J'ai vu ça. Ça pour le volley assis, pour les Paralympiques. Autant, et puis on vous dit... Dans quelques années, ce sera plus cher. Hein. J'ai dit, c'est le sport le plus médiatisé, collectif. Donc là, il faut y aller. C'est à la maison, allez-y. Je crois que c'est vraiment sur le site des JO. Cérémonie d'ouverture, vous pouvez y aller. Il en reste aussi, elles sont à 700 €. Mais pour vous, c'est hyper accessible et c'est pour tout le monde. Mais on ne sait pas exactement quand tombera l'équipe de France lorsqu'on achète un billet. Donc, non, il n'y a toujours pas ça. Il manque, je crois qu'en mars, on saura. Je crois qu'en mars, après le TQJP, le tournoi de qualification aux Jeux Para, où il reste une équipe, les championnats d'Afrique qui n'ont pas eu lieu non plus. Et normalement, on a les 8 équipes et du coup, on a le tirage. Ouais. Touche du bois. Et puis, si ça se trouve, vous allez jouer contre Morteza Merzad. C'est ça, vous savez qui c'est bien évidemment. C'est vrai, c'est la star du... Alors, pourquoi ? Parce que c'est le deuxième homme le plus grand au monde. Ouais. Regardez-le, c'est lui. Il fait 2,46 m. C'est ça.
Donc nous, on a une autre stat, c'est qu'il fait 1m80 assis les bras levés. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Donc quand le filet il a 1m15, bah ouais, ça va prendre la place quoi, au bloc. 1m4. Et puis pour défendre, elle est à Jacques Taès, je sais pas. Ouais, c'est ça, il est iranien. Donc on l'a croisé là à la Coupe du Monde. C'est impressionnant, hein, il est immense quoi. Mais bon, après lui il est connu de par sa particularité physique, mais autour de lui c'est aussi très 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 fort. Ouais. C'est pas que lui qui fait que l'Iran est 6 fois championne paralympique. Non, ça Je crois que aide, là c'était leur 11e titre mondial au Caire. Mais autour, c'est aussi très, 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 très fort. Bon, et ben France-Iran en finale, hein, c'est ce qu'on vous souhaite. Et avec vous, Damien. Ouais. Allez, je vous laisse dire ce que vous voulez. Ça serait magnifique, pourvu qu'on voit aussi cette équipe de France, pourvu qu'on vous y retrouve. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais, ça va déjà être ça, offrir le plus beau spectacle qu'on peut, quoi qu'il arrive. Et ben parfait. On parle encore un petit peu de sport avec Rachel. Allez, c'est la pépite de cette émission. Aussi, la pépite. Vous avez 31 ans, Rachel. Exact. Et ouais. Exact. Donc vous êtes encore, vous pouvez être encore judokate senior. Attention, Oui, ça va pourrais. vite. Regardez, Rachel, cette petite archive qu'on a trouvée dans vos. Ça, c'est vous, hein? C'est ça, c'est moi. Voilà. Bon, on n'en a pas davantage. Là, le reste, c'est dans vos archives. Il va falloir nous les donner parce qu'on veut retrouver ces titres. Vous êtes vice-championne du monde junior de judo. Exact. Mais c'est incroyable. Mais oui, c'était extraordinaire et c'est toute une première vie en fait que j'ai eue il y a quelques années maintenant parce que ça fait déjà plus de 10 ans, c'était en 2010. Et ouais, vous avez commencé à 5 ans. J'ai commencé à 5 Le ans, judo. comme l'harmonica. Et oui, les deux. Les deux. Donc En même deux temps, la amours même et il a année. fallu choisir. Bah, en fait, à un moment donné, c'était ça. Et j'avais de plus en plus de concerts et tout ça. Donc j'ai raccroché mon kimono et je me suis consacrée à plein temps à l'harmonica, à la musique. Alors, on a parlé des titres en junior, vous en avez eu aussi en senior, mais avec une carrière, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices aussi. Oui, Quand oui, on oui. pratique le judo à haut niveau, C'est en plein énormément temps. de candidats, Mm. énormément de concurrents. C'est vrai. Et vous étiez parmi les meilleurs en France. C'est vrai, Et en Europe. j'ai gagné les championnats de France plusieurs fois en junior. Bon voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir aller très très loin dans la compétition et j'étais entièrement heureuse de mon parcours. Et c'est vrai que à un moment, quand on doit finalement se consacrer qu'à un art, et voilà, les choses se font naturellement parce qu'en fait, je me suis dit mais du sport, j'en ferai donc toute ma vie, mais pour le plaisir, du sport compétition, surtout du judo qui est quand même un sport assez traumatisant, je n'en ferai pas toute ma vie alors que la musique, ça par contre, j'en ferai toute ma vie. Ça, c'est sûr. Voilà, c'était Au point, d'ailleurs, de le alors porter j'ai un sur petit vous, ce harmonica. titre. Il marche? Mais oui, parce qu'en fait ce petit harmonica, c'est le plus petit harmonica du monde. C'est un Little Lady et en fait c'est un harmonica qui a été emmené par un cosmonaute il y a pas mal d'années. Donc il a joué dans une capsule en orbite autour de la Terre. Il s'appelait Walter Skira. Et il a joué Jingle Bells, mais on peut jouer plein de trucs. Non, mais On peut c'est pas jouer celui-là, Owen celui-là, Dessay. c'est Non, ce non, modèle. C'est ce modèle. Ah oui. Et ce on peut modèle. jouer au Susanna, ou je sais pas, vous voulez que je vous joue un truc? Ah bah oui, allez, on y va. Par exemple. Mais c'est hallucinant, avec un tout petit truc. Donc ça veut dire qu'on peut s'adapter à des tout petits comme à des plus grands. En fait, ça, c'est vraiment, on va dire, un objet de collection. C'est pas vraiment un instrument de musique. Non. Et envoyez-le à Thomas Pesquet, parce que lui qui a Il joué joue du sax. saxophone. Voilà, il a joué la Marseillaise C'est vrai. dans la capsule. Et donc, Exact. ça, vous pouvez l'envoyer dans l'ISS. La joie que vous avez donc dans votre petite valise. J'ai plein d'harmonicas différents. Alors, pourquoi Parce que ce sont ils ont tous à peu près la même taille. Oui, ce sont des harmonicas diatoniques, donc des Golden Melody, sur lesquels j'ai l'honneur d'être présente sur les packages, donc de la maison Honor, parce que je suis artiste Honor depuis 2009. Et j'ai ce grand honneur d'être présente sur les packages des Golden Melody, donc, qui avant ressemblaient donc à ça. Ça, c'est un ancien Golden Melody. Donc depuis 2013, j'étais sur les packages de ces harmonicas-là. Et ensuite, 2023 vient le nouveau modèle, la nouvelle mouture de l'instrument, réactualisée avec une ingénierie vraiment extraordinaire. Et on arrive donc avec des harmonicas incroyables qui sonnent merveilleusement bien. Et j'ai le grand honneur d'être aussi sur les packages de cela, avec mon nom dessus. Donc merci, Honor. Et oui, la technologie de l'harmonica a décidément beaucoup évolué depuis et l'homme c'est à un l'harmonica. Hein, Oui, donc oui, il était ça- une fois dans l'Ouest, Charles Bronson. Absolument. Ça, vous l'avez vu? Oui. Ça vous a inspiré? C'est parce qu'il n'est pas très, c'est pas une très scène sympa comme. assez douloureuse, mais l'harmonica vient d'une légende en fait américaine, finalement une histoire assez douloureuse, parce que le blues, donc la légende du marine band de l'harmonica, donc tel qu'on le connaît, vraiment
sous sa facette la plus populaire, finalement, c'est un instrument qui était joué donc, par des personnes donc, qui étaient peut-être aussi un peu dans les champs de coton, donc il y avait quand même un lourd passif. Et donc, ce style de musique est né, finalement, cette musique qui est une culture vraiment populaire, donc orale. Blues et country aussi. Blues, country. Je vous en joue un petit peu ? Oui, bien sûr. C'est un petit hommage à un artiste qui s'appelle Sonny Terry, qui est une grande influence de la musique à l'harmonica blues. Mais c'est exceptionnel, Rachel. Dites-nous tout. Vous avez commencé à 5 ans l'harmonica. Mais pourquoi, en fait? Parce que c'est un petit instrument que chaque enfant peut avoir. Vous en avez sûrement avec, non, à la maison, les petits harmonicas. Avec... Non, on évite, d'accord. C'est comme la famille qui se cache quelque part dans un vieux placard. On a déjà eu, c'est vrai. Oui, il faut avoir un peu de patience quand même. Et pour vous, tout de suite, ça a été... Eh ben moi, je l'ai reçu au pied du sapin. Voilà. Donc en fait, je jouais un peu de flûte, je jouais de la flûte traversière, et mes parents m'ont offert cette harmonica pour m'ouvrir donc à une autre culture musicale. Et ça a très très bien marché. Et c'est un instrument qui permet d'avoir énormément de créativité et d'expressivité. Et c'est ça qui m'a plu dans cet instrument. C'est vraiment un instrument qui parle. C'est comme une deuxième voix, un harmonica. Oui, on vous voit d'ailleurs ici sur les scènes un petit peu partout, puisque vous êtes vraiment, on le rappelle, la référence française, européenne, mondiale de cet instrument. Vous chantez, vous jouez également. Là, il y a un côté un peu plus rock'n'roll aussi. Là, c'est carrément très rock. C'était ma période country rock. J'étais bien rockeuse à cette époque-là. Mais toujours maintenant en même temps, hein. Mais le look a changé. C'est quoi le rock ? Là, on peut jouer avec... Là, on est... Là, c'est rock'n'roll. C'est rock. On peut faire du métal, non, peut-être pas. Si, pourquoi pas. Et Stevie Wonder aussi. Alors, Stevie Wonder, Everybody say yeah. Oui, et puis un autre aussi. La chanson la plus connue de la pop musique, en fait, à l'harmonica, ça reste celle-ci. Isn't she lovely? Exactement. Et ouais, Stevie Wonder pour sa fille. Bon, entre autres, évidemment. Et oui, lui, il était là aussi avec la pop et la soul, Stevie Wonder. Vous êtes aussi sur tous les terrains, mais aussi sur la chanson. Écoutez, regardez, Bubbles. Oh! I'm blowing bubbles by the window. Hoping for better times, for sweetest things to come. Respect of humans, bubbles. Et vous êtes autrice, compositrice, interprète. Exact. Aussi. Exact. Faites les deux, comme Stevie Wonder. Vous jouez, vous chantez? Ben oui, je joue, je chante. Voilà, comment dire? Je fais mes chansons avec Philippe Hervouette. Et en fait, c'est lui d'ailleurs qui a réalisé donc les titres. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a filmé aussi. Ah, quand on était à Paris. Très très bien. Et ouais. Et avec cette faculté de pouvoir tout faire, donc avec un harmonica, est-ce que aujourd'hui il est assez populaire? Ah bah oui. C'est un instrument qui, en fait, est très connu, finalement, au niveau des gens. En fait. Est-ce qu'il est accessible? Chacun. Oui, c'est accessible. Mais c'est un instrument qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. On se dirige pas, quand on a envie de mettre un enfant, par exemple, à la musique, forcément vers l'harmonica. C'est plus un hasard, même si des fois ça arrive. Et du coup, moi, notamment, j'ai développé de nouveaux projets depuis plus de 3 ans maintenant, et notamment en collaboration ici sur le territoire donc, de l'Isère avec Harmonica du Lac à Charavine, qui est une association d'harmonica extrêmement active, qui m'aide énormément dans la conception de tournées. Donc on va à la rencontre, ils vont à la rencontre donc d'acteurs locaux, donc écoles, collectivités, municipalités, etc., pour justement proposer, me faire connaître aussi, et faire connaître leur association. Des cours, des masterclass. Voilà, exactement. Et on va dans les écoles, les collèges, pour jouer de l'harmonica avec les jeunes, leur montrer, leur faire des showcases personnalisés, et leur montrer ce que c'est que la vie de musicien, d'artiste,
et aussi les amener à former un orchestre d'harmonica en partenariat donc avec Honer et avec des acteurs locaux. Avec Benoît Berthet ici. Benoît Berthet Musique qui nous accompagne sur ce projet, et il y aura plein de surprises. Et oui, parce que les surprises, on peut se dire, avec un instrument aussi petit, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de notes, donc c'est un petit Exactement, mais on fait beaucoup de choses. En fait, c'est un instrument qui est paradoxal. T'as vu, celui-là, il est violet. Ah, il est beau, il est violet. C'est pas le même. Et en fait, c'est un instrument paradoxal parce qu'il est à la fois extrêmement simple à jouer d'un premier abord quand on fait des choses adaptées, et notamment moi, je viens faire jouer aux enfants et aux adultes aussi, pourquoi pas, dans d'autres contextes. Donc pour les très très grands débutants, des chansons adaptées qui reprennent notre répertoire. C'est-à-dire qu'on adapte des chansons de notre répertoire pour les gens qui sont des grands débutants. Et c'est pour ça que je voudrais vous offrir. Mais non. Si, un harmonica Apicolor de la part d'Harmonica du Lac et Benoît Berthet Musique en partenariat avec Honer. Mais je sais pas faire ça, Rachel. Moi, je suis nulle à ça. Je vous le sors de l'étui et je vous le fais passer ici. Vous allez voir, ah non, je vais être obligée, mais c'est pas possible. Alors déjà, c'est un honneur, mais alors c'est pas. Alors déjà, dans quel sens est-ce que ça se là? Eh ben en fait, on a le petit do ici sur le côté à gauche, il me semble. Là. Dans le bon sens. De l'autre côté, regarde, je crois qu'il est à l'envers. Et tu as les chiffres, en fait, marqués sur le dessus, ici. Il y a les chiffres. Oui, bien sûr, je vois très très bien de près. Il n'y a pas de problème. Là, ici, le petit do est bien à gauche, donc c'est parfait. Et là, normalement, on peut aspirer. Eh bien, là, il y a marqué un C. C'est un C, parce qu'en notation internationale, c'est un do. Donc, si je souffle dedans, ça va faire un do. Et quand si tu souffles, ça fait un do. Pas souffler, ça c'est magnifique. Mais souffler dans une seule alvéole, c'est déjà un effort technique. Ça, c'est un do. Ça, c'est un do. Voilà. Et ça, c'est un ouais, donc do, ré, mi, en fait, je souffle et j'aspire. Ok. Voilà. Alors en fait, on va faire une petite rythmique. On va aspirer. Ah non, c'est vrai. Allez, si, courage. Je peux souffler au milieu, tranquillement. Alors tu aspires dans les graves. Vous pouvez pas en donner un autre comme ça, voilà, tous ensemble, on a tous un cours en même temps. Alors, on passe un petit pchit. J'en avais pas. Alors si, tiens, j'en ai un d'essai. Je peux prêter celui-là si allez, vous voulez. C'est bon, c'est parti. Allez, on y va. Damien, comme ça, je serai pas toute seule à avoir l'air un peu bête. Non, parce que je suis pas sûre. Non, j'en aurais pas d'autres par contre, malheureusement. Mais on va rester de l'autre côté. Damien, on y va, ça y est, c'est parti. Alors en fait, on va aspirer dans les graves 1 à 4 par exemple. Donc cette partie-là, en faisant un large A. En prenant bien l'embouchure, vraiment de façon large. On souffle ou on aspire? Allez, c'est parti. Un peu plus large l'embouchure. A. On mange presque l'harmonica. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on souffle. Et voilà. Et on aspire. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et on souffle. Voilà. Déjà, ça fait une musique. Et maintenant, vous tenez. Et moi, je joue. OK? On aspire. Et on souffle. Et on aspire maintenant encore. Et on souffle. Ah oui, bon là, Damien, on n'est pas dedans du tout, ça marche pas. Le président qui est là juste en plateau derrière en backstage, qui résiste à l'envie de prendre son harmonica en dos et de nous rejoindre. Ah, j'ai cru qu'il résistait à l'envie de nous sortir de ce plateau parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Non, mais on plaisante, moi 9 ans de conservatoire, mais pas d'harmonica. Donc là, je crois que toute la vie... Oui. Est facile à prendre en main pour jouer des choses simples, mais qui est extrêmement difficile quand on veut faire par exemple toutes ces notes. Tu disais do, ré, mi, mais le fa, il est caché. C'est une altération. J'ai bien vu. Tu l'as pas, c'est un sol directement. Et pour avoir ton fa, il va y avoir une altération, donc une note cachée, qui est en fait une note aspirée, et on fait une technique avancée pour pouvoir avoir un changement sur la pression du souffle qui rentre, et on tord physiquement la lamelle. Dans l'alvéole numéro 3, c'est pareil, on a 3 notes. Et c'est comme ça que j'ai toutes mes notes. Sinon, on ne peut pas jouer ce qu'on veut. Et si on veut faire pareil, les masterclass. Et pour nous retrouver, n'hésitez pas à contacter l'association Harmonica du Lac à Charavine. Eh ben, un grand merci encore. Je peux le garder? Mais c'est un cadeau. Oh, mais c'est magnifique. Un immense merci, Rachel. Bravo, Damien, aussi. Hein. Voilà. Je crois qu'on a été magnifique. On a peut-être de l'avenir une fois que... Voilà. Merci, c'était magnifique de vous rencontrer ici. Damien, on touche du bois, tous ensemble avec vous. Merci. Et puis Sacha et Jean-Claude Laplaçotte, on fera une grande fête, on l'espère évidemment, avec vous en fin de saison prochaine. Merci encore à vous et à vous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.